Canal 2. Bonjour, c'est dimanche. Comme tous les dimanches, c'est un soleil reluisant qui se lève sur la cité, la capitale économique. Merci de rester scotché sur vous, c'est Canal Presse qui démarre. Voici le sommaire développé et détaillé par Ghislain Pierre-Essonneau. Qui tue. L'excellence en sciences de la classe de 5e est passée à la médiocrité culturelle en admettant que des pratiques de zoophilie et d'homosexualité peuvent être enseignées aux enfants des gens du Cameroun. Pauvre Brian, pauvre Nadia. À l'écoute des parents d'élèves de ce pays, ceci ne saurait être une juste polémique, d'où la levée des boucliers pour attirer l'attention de la communauté éducative sur les déviances introduites dans ce livre tel un ballon d'essai. Le livre coloré pose d'énormes problèmes. D'abord, le choix de la classe la 5e des enfants dont l'âge aussi entre 9 et 11 ans, soit des êtres humains très fragiles et qui souvent veulent voir la vérité côté pile et côté face. Pour le cas, le texte ne dit pas aux enfants que ces choses-là sont mauvaises. Il ignore complètement le concept culturel, un exercice dangereux en somme, puisque les pratiquants de ces choses-là proposent de l'argent. On peut penser à un appel des pieds en faveur de la débauche ou de l'homosexualité. Dès lors, considérant que l'éditeur exécute la commande de l'auteur, il s'avère impensable qu'Enalo Valioga, dont le chef est le Premier ministre, a accepté de valider les pratiques pernicieuses. Voici donc une responsabilité politique engagée à la veille d'une élection présidentielle. Dans les chaumières des opposants, on accuse déjà le régime à tort ou à raison de reculer face aux pressions de groupes puissants des déviances. Et Paul Biya est candidat à l'élection présidentielle. En vérité, comment en est-on arrivé à la banalisation des choses aussi graves? Un questionnement qui pleure face au silence des églises, des parlementaires et des autres membres de la société civile. Élection présidentielle du 7 octobre prochain, il y aura vote au nord-ouest et au sud-ouest. Ainsi en a décidé Elecam et on va dire par la fixation des bureaux de vote et toutes les autres formes de préparation des opérations. Elections Cameroun fait son travail après avoir été rassuré par les autorités administratives sur les mesures de sécurité qui ont été prises. Toutes choses qui participent à rassurer les candidats et les électeurs, car ce n'est pas Elecam qui discréditerait le processus électoral. Sur le fond cependant, il faut garder en mémoire que les sécessionnistes ont annoncé qu'ils perturberaient la tenue de l'élection. On en vient à penser que le vote ne sera pas au rabais, mais sera gouverné par les conditions minimales. Que de toute façon, l'élection à Bamenda ou Bouya ne sera pas comme à Yaoundé, Douala ou Batoufam, à moins de considérer que le Mali et l'Égypte ont organisé leurs élections dans des conditions similaires. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre-Essonneau. Bon appétit. On accueille à présent les différents panélistes sur ce plateau. Célestin Djamène, bonjour, bienvenue. Bonjour gouvernement, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. C'est un plaisir d'être invité à ce festin dominical. Merci. On vous accueille avec cette actualité, la coopération chino-camerounaise, qui le président de la République a pris part à un sommet qui s'est achevé. Que peut-on, que doit-on retenir de ce sommet? Je pense, que depuis quelques années maintenant, le Cameroun est en train de courir, de faire face à un péril jaune. Après la colonisation française et l'alignement sur l'un des blocs, les deux grands de l'époque, pendant la guerre froide, aujourd'hui la Chine, pour des raisons connues, est en train de subtilement envahir nos pays. D'abord, je pense que sur le plan diplomatique, pour qu'on comprenne bien cette histoire, c'est que en 1971, la première ambassade chinoise à Yaoundé fut créée, précisément le 26 mars. Et inversement d'ailleurs, à Pékin, l'ambassade du Cameroun en Chine. Et le 25 octobre de la même année, il y a eu une résolution, grâce à ces accords diplomatiques entre le Cameroun et la Chine, qui ont permis à la Chine communiste de Mao, n'est-ce pas, d'entrer à l'ONU, parce qu'elle n'était pas inscrite avant. Et parallèlement à Taïwan, donc qui était
un gouvernement en exil dirigé par l'opposant historique Mao Chiang Kai-shek, de sortir de l'ONU grâce à la voix du Cameroun. Et dans cette foulée, il y a effectivement un voyage d'Aïdjo qui a été effectué en Chine. Mao l'a reçu. Et tout d'un coup, il y a des accords de coopération. Notamment, ça a conduit à la construction du barrage de Lagdo, dans le nord, comme vous savez. Et en 1977, la construction du palais de congrès de Yaoundé qui a été inaugurée en 1982. Par la suite, il y a des coopérations multiples qui ont abouti dans les années récentes à la construction des barrages de Mvele, de Lompangar, et ainsi qu'au port en eau profonde de Kribi, qui ont été toutes attribuées à la Chine. On appelle ça les relations gagnant-gagnant. Moi, je considère que c'est une relation gagnant-perdant. Le Cameroun, dans le cadre d'une coopération, devrait être dans une dynamique d'échange culturel, scientifique, mutuel. Le Cameroun n'apporte rien à la Chine, si ce n'est que ses ressources naturelles. Aujourd'hui, par exemple, dans la région de Betaroya, l'or du Cameroun est pillé quotidiennement par la Chine. On va à Pékin pour se livrer un bal de mendiants, où M. Biya, et par la suite, au sommet sino-africain, les chefs d'État africains se sont livrés à une mendicité sans nom. Ou même pour les adductions d'eau, la Chine est sollicitée. Comment peut-on imaginer que 60 années après l'indépendance, on en ait encore à faire appel à la Chine pour construire nos ponts et pour faire des adductions d'eau? C'est inadmissible. Moi, je pense qu'il faut, c'est une double insulte pour les Camerounais, parce que nous avons des ingénieurs au Cameroun, et même dans la diaspora, qui pourraient participer de manière très raisonnable et très efficace à la construction de nos ouvrages. Et le pire, c'est que quand la Chine, à travers ses multinationales, parce qu'ils ont besoin de déboucher sur leurs matières premières, ils ont besoin de matières premières qui leur sont livrées par le Cameroun. Vous savez par exemple que le coltan et le cobalt sont les ingrédients importants pour l'aéronautique. Le Cameroun est devenu, depuis quelques années, le deuxième producteur mondial de cobalt, par exemple. Donc, en contrepartie, qu'est-ce qu'on reçoit de la Chine? Absolument rien du tout. Donc je pense qu'il est impératif aujourd'hui qu'on mette fin à ce bal d'hypocrite et que le Cameroun se focalise à créer ou à mettre en place des universités d'excellence qui créeront davantage d'ingénieurs. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui au Cameroun, l'homme noir en soit encore à courir après la France, l'Allemagne, les États-Unis, après la Chine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure où, au niveau de l'agriculture par exemple, les Chinois ont reçu 38 000 hectares dans l'est du pays pour cultiver du riz afin de nourrir les Chinois, alors que le Cameroun importe du riz. Est-ce que c'est normal? Donc il faut arrêter cette coopération à la dupe et revenir aux valeurs camerounaises parce qu'il y a des talents au Cameroun. Merci à vous pour votre première prise de parole. Nous accueillons le deuxième invité sur ce plateau, Bada Kani. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bangopna, bonjour à tous mes co-invités. On vous accueille avec le même sujet sur la Chine. D'après Célestin Djamène, ce n'est pas un partenariat gagnant-gagnant. C'est votre avis également? On ne fait pas la politique avec des sermons et des incantations. Fut-il les plus apparemment pertinentes. Pour poser un diagnostic sur les relations Chine-Cameroun, il faut revenir à la réalité historique. C'est la réalité historique qui permet de voir qu'on est là dans un succès et dans une dynamique de génie géopolitique de la part du chef de l'État. Qu'est-ce que nous appelle l'histoire? Et d'ailleurs, il a bien fait quand il convoque le fait que ce sont tous les présidents africains qui vont en Chine. Et il les appelle des mendiants. Les présidents africains ne sont pas des mendiants. L'Afrique a nourri le monde depuis des millénaires et continue à le faire. C'est parce que les puissants ingrats transforment le vol et le pillage de l'Afrique en une prouesse historique que les Africains vont répéter ces mots comme des perroquets. C'est notre argent qu'on nous remet. On est dans un rapport de force qui pour l'instant ne nous est pas favorable, mais ce n'est pas une raison pour que les Africains chantent la chanson des Romains. C'est parce qu'on est à Rome qu'on doit faire comme les Romains, mon cher ami Célestin Djamène. La vérité historique, c'est que, si on prend le cas spécifique de cette relation avec la Chine nous permet de desserrer les taux néocolonial français occidental. C'est un fait, on ne peut pas le nier. Notre argent est gardé à Paris, tout le monde le sait. C'est un rapport de force. On a tué les présidents qui étaient contre ça. On les a assassinés. Le dernier en date, c'était Thomas Sankara. Alors, quand on tue les chefs d'État, ça veut dire quoi? Et que
et que les peuples ne sont même pas en mesure de protéger leurs héros. C'est encore un héros. Kadhafi est le dernier, c'est un héros, Gbagbo à la CPI. Ça veut dire qu'il y a un rapport de force qui n'est pas favorable. On peut donc comprendre que les chefs d'État zigzaguent, font du dos rond pour essayer de tenir. C'est de cela qu'il s'agit. Le partenariat avec la Chine est plus que gagnant-gagnant. Nous sommes en train de faire des grands projets structurants. Pourquoi les grands projets structurants s'imposaient? Au-delà des facteurs domestiques, l'absence d'électricité, tout ce que nous avons vu, c'est que historiquement, dans les accords secrets coloniaux imposés par la France aux pays africains en général, le Cameroun en particulier, c'est les structures que nous avons héritées du plan Saro, mises en place par les Français, qui ont abouti à l'eau barrage, toutes les infrastructures que nous avons héritées après l'indépendance, n'appartenaient pas au Cameroun. Il y avait les administrateurs camerounais pour la forme. Dans les accords, c'était clair. Ces trucs appartenaient aux Français. Et nous devions les rembourser chèrement. Voilà pourquoi Alucam, par exemple, peut avoir l'électricité à 4 francs ou 5 francs, pendant que vous l'avez à 100 francs. C'était clair et net. Ça ne vous appartenait pas. Aujourd'hui, avec la Chine, ces infrastructures appartiennent aux Camerounais. Il n'y a pas de conditionnalité du genre que la France, par exemple, nous avait imposé quand nous avons eu cette infrastructure avec le plan Saro. Il faut rappeler que cette infrastructure avait été construite par les Camerounais, puisqu'on l'imposait, les corvées et tout, le travail forcé. Malgré ça, la France a réussi à dire que ça ne nous appartenait pas. Les trucs du ciment, tous ces construits, on le voit. Donc, les projets structurants sont une grande avancée. Le partenariat avec la Chine nous permet de diversifier nos partenariats. Dans un contexte comme celui-ci, les Africains enfin respirent. On respire un peu. Là où on étouffait. L'Occidentaux nous faisait étouffer, là on respire. Et la Chine offre une opportunité extraordinaire en matière de diversification géopolitique et économique. Maintenant, évidemment, ça c'est revers. Il y a des revers. Mais ces revers ne peuvent pas être alignés mécaniquement comme il le fait au niveau de la colonisation. Merci. Je termine. La Chine ne colonise aucun pays africain, sauf si on parle d'autre chose. Si on parle de la colonisation, la Chine elle-même a été colonisée, elle ne colonise aucun pays africain. Ce sont les pro-occidentaux qui pleurnichent comme des veuves qui ont perdu leur mari, parce que leur soutien historique, l'Occident, ne peut plus faire chanter les Africains et les mettre au pouvoir. C'est voilà la réalité. Merci. Bienvenue à ce partenariat avec la Chine. Merci Bada Kani. Troisième invité sur ce plateau, Monsieur Henry Nanda. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Alors, on vous accueille avec cette autre actualité sur le programme de société de votre candidat, Joshua. Il y a un peu comme un quiproquo, un malentendu sur certains points. Merci de nous donner cette occasion de faire des précisions utiles à nos compatriotes sur certains aspects du programme de notre candidat. La première chose que je voudrais dire, c'est que le candidat Joshua aussi n'a jamais dit et ne propose pas de déplacer la capitale du Cameroun. Il s'agit de déplacer le chef-lieu de la région du centre. Et ce déplacement, d'ailleurs, est une conséquence du fédéralisme que l'on propose. À savoir que dans aucun pays au monde, une ville ne cumule capitale fédérale et capitale régionale. Il faut toujours trouver... Et c'est d'ailleurs une bonne chose, parce qu'en fait, la capitale fédérale a déjà des obligations, des responsabilités, des infrastructures qui sont obligées de par son statut. Ça veut dire que la capitale ne sera pas dans le Fundi, à Yaoundé, ce sera la capitale, dans une région du centre. Dans une autre ville de la région du centre. Du centre. Voilà. Ok, c'est ça cette... Je pense que c'est clair maintenant et désormais, je pense que tout le monde comprendra qu'en fait, il y a des choses, il y a des informations qui circulent qui ne sont pas justes. Maintenant, j'ajoute, je profite de l'occasion que vous donnez, j'espère que je peux profiter, pour apporter d'autres précisions sur les élections qui ont eu lieu en 92. En 92, il circule dans l'opinion l'idée selon laquelle nous aurions cédé la victoire au RDPC contre espèces sonnantes et trébuchantes. Heureusement que l'histoire a des témoins. L'histoire a des témoins parce qu'en 92, à côté du candidat qui était John Fundi, il y avait une cellule, il y avait des directeurs de campagne bien entendu, mais il y avait une cellule de stratégie et de gestion de la campagne qui était composée de 4 personnes. L'ancien ministre et feu Sengako François, qui en était le président, Monsieur Fobichila, actuel député ISDF qui est à Bamenda, Monsieur le professeur Yves Epaka et moi-même. Donc le mardi 13 au matin, nous nous réunissons et on me fait le point sur les résultats. Sengako me demande, on en est à combien? Je dis, nous sommes à 40,4%. Il dit, non, attendez, je vais me renseigner auprès de mes relations pour voir et où on en est exactement. Alors on se renseigne et il vient nous dire, on a gagné les élections présidentielles, il y a un problème. On lui demande de quoi il s'agit. Il dit, voilà, il se trouve que la cellule de juridique du Social Democratic Front a introduit
une requête en vue d'annuler ces élections parce qu'il y avait eu des fraudes. Et la question qui nous est posée à nous quatre, c'est est-ce qu'on laisse prospérer cette demande ou bien on la retire? Voilà la question qui est posée. Alors, donc le raisonnement est simple dans ce cas-là. Je veux dire qu'en fait, vous ne pouvez pas être en train de gagner une élection et puis vous dites en même temps annuler. Donc nous avons donc dit, de manière consensuelle, et même à l'unanimité des membres de la cellule, on a dit on sort cette requête déposée par les avocats et on laisse les résultats tels qu'ils sont. C'est ce qui a été fait. Traduction de manière concrète, le SDF a bel et bien introduit une requête. La requête a été introduite. On a retiré. Ça, c'est clair. C'est très bien de faire cette proposition. Les archives de la Cour suprême sont là pour l'aider. Et également, les archives de la Cour suprême sont là. Il y a un courrier là-bas. Il y a des dates où on enregistre. Donc, si les gens veulent avoir une vérité confirmée, ils vont à la Cour suprême, ils vérifient quand on a déposé et quand on a retiré. Alors, la question qui frappe les esprits est celle certainement de savoir pourquoi avoir introduit une requête et la retirer. Parce que le centre de comptabilisation des résultats est trouvé à Yaoundé. Et donc, ceux qui étaient sur le terrain, et vous voyez l'ampleur des fraudes électorales, étaient effrayés par ce qu'ils ont vu. Et se disaient, c'est pas possible, sur le plan juridique, on peut contester. Ils avaient raison techniquement. Mais ils n'avaient pas l'information. Parce que l'information, c'est moi qui l'avais. J'ai dit, je ne vais pas d'accord. Le mardi 13 octobre 1992, j'étais à 40,4%. Donc les autres n'avaient pas ça. Donc quand j'arrive en réunion, je suis à 40,4%, je dis, on a gagné. On dit non, on a... D'ailleurs, vous savez peut-être pas, mais à la fin de la matinée, quand on a reçu toutes les informations venant des sources qui nous étaient, qui voulaient nous donner des résultats, finalement, on est tombé sur 43%. Donc on avait gagné l'élection présidentielle. Donc on ne peut pas être tenté de gagner, à moins qu'on soit tous des idiots, on peut être tenté de gagner, et puis en même temps dire on conteste les résultats. Pourquoi? Puisque malgré les fautes, on a gagné. Donc je veux donc dire aux Camerounais qu'en fait, ceux qui disent que les choses sont passées en 92 n'étaient pas présents, n'avaient même pas qualité parce qu'ils n'étaient pas là. Ceux qui sont là et sont encore vivants, au moins pour certains, sont capables de témoigner. Et je dis encore que les archives de la Cour suprême peuvent permettre à ceux qui en ont besoin d'avoir des précisions sur les dates et donc d'évacuer toute ambiguïté sur la question de savoir quand les choses sont faites et quand les choses ne sont pas faites. Merci, Monsieur Nanda. On va dire que c'est votre part de vérité. Vous savez que nous sommes en période de campagne. Certainement, les vérités vont aller crescendo. Donc, on va monter d'un cran dans les contre-vérités aussi. On accueille le quatrième invité sur ce plateau, le vice-président de l'UDC, Monsieur Sambaka. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, je suis très content de vous voir, surtout que quand vous êtes à Douala, vous êtes tous souriants et je pense que Douala vous va bien. Merci bien, et surtout que quand je suis à Douala, on termine toujours l'émission chez vous, et j'espère que ce sera le cas encore tout à l'heure. Alors, on se pose la question, où est passé le président Adamou Damdjoya? On s'inquiète quand même finalement en pleine période de campagne. Non, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous savez, chaque parti s'organise à sa manière et nous pensons à l'Union démocratique du Cameroun qu'il faut mobiliser la base, il faut former les scrutateurs, il faut faire beaucoup de choses. Mais surtout pour la prospérité, le docteur Adamou Damdjoya est en train de superviser des travaux, n'est-ce pas, de digitalisation de tout ce qu'on fait. Vous savez, l'UDC est un parti qui, depuis 5 ans, chaque mois, fait des journées républicaines sur des thèmes précis où il invite des experts, où il invite des partis politiques, la société civile et puis les médias. Donc nous avons ça comme tradition et ça commence à se cumuler là. Il faut digitaliser parce qu'en réalité, ce sont des travaux qui non seulement vont profiter au Cameroun aujourd'hui, mais devront profiter au Cameroun demain. Donc nos enfants, nos petits-enfants auront des moyens de référence pour pouvoir les voir. Et quand ça fait beaucoup, vous comprenez qu'aujourd'hui il faut digitaliser. Et le président national doit pouvoir superviser tout cela. Cela dit, comme on dit, c'est le vétéran. Ça veut dire, en d'autres termes, que si certains font le tour du Cameroun pour la première fois, lui, il est peut-être à la 23e fois, si je dois le dire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers les électeurs. Les électeurs, nous y allons. Parce que nous avons eu le temps de nous former, nous avons eu le temps d'être capables de faire
et de dire ce que l'UDC peut faire pour le Cameroun. Donc nos structures locales sont en train de travailler. Il ne faut pas focaliser seulement sur le docteur Damoun Dam Dioya, qui est connu de tous les Camerounais. Et ça me permet, si vous voulez bien, d'apporter aussi quelques précisions, parce que son absence des médias ces derniers temps ont pu provoquer un certain nombre de choses. Et depuis 4 jours, nous nous apercevons qu'il y a des gens qui parlent au nom du président Dam Dioya. À travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux. On lui a attribué une lettre destinée au président Maurice qui Kamto. parlait de Maurice Kamto, une autre lettre des anciens de l'UDC qui lui demandent de ne plus se présenter et de supporter Akerebuna. Bon, tout ça sans signature. C'est le Cameroun d'aujourd'hui. C'est le Cameroun d'aujourd'hui. C'est pour cette raison, précisément, que si vous regardez le programme de l'UDC, est inscrit en lettres d'or l'instauration de la morale et de l'éthique à l'école, de la maternelle jusqu'au supérieur, dans nos grandes écoles. Parce que, voyez-vous, nous sommes en train de détruire notre pays. Les idées peuvent se combattre, mais pas les personnes. Toutes ces attaques que nous voyons, nous ne nous reconnaissons pas dedans. Nous ne pouvons pas faire des choses comme ça. Le Cameroun a besoin de pacification. Le Cameroun a besoin de réconciliation. Le Cameroun a besoin de pardon. Alors d'où vient-il que des Camerounais, mais on retrouve quelque part l'origine de cette affaire. Parce que quand on enlève de l'éducation nationale le civisme, vous voyez ce que ça peut produire. Donc l'école, c'est quelque chose de fondamental. Et maintenant, ramener le Cameroun sur le droit chemin, c'est quelque chose, c'est un chantier qu'il faut absolument entreprendre parce que ce qui se passe n'est pas bien. Puisque vous parlez des réseaux sociaux, toujours à travers les réseaux sociaux, il y a une information qui circule selon laquelle le président Damoun Dam Dioya serait très malade et c'est pour cette raison qu'on ne le voit pas. Pourquoi ne pas mettre un terme à on va dire, à cette affaire en le voyant physiquement, parce qu'il n'est pas physiquement visible? Oui, ça me fait sourire parce que le président Damoun Dam Dioya est en grande forme. Et je pense que les Camerounais ne vont pas, qu'ils prennent un tout petit peu leur mal à passer. Nous ne sommes pas encore en campagne, nous sommes en pré-campagne. Mais ça m'amène aussi à dire qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup de choses qui se disent. L'UDC est habitué à ce qu'on tire sur lui. Hein? L'opposition tire sur l'UDC, le pouvoir tire sur l'UDC. On a dit que le président Damoun Dam Dioya était un homme du passé. Nous avons entendu ça dans tous les réseaux. Il y a même vos confrères, je ne dis pas vous, qui ont estimé qu'il n'y avait que 5 candidats au Cameroun. C'est-à-dire que quand on a l'endurance, quand on a l'expérience, on n'est plus bon pour être candidat. Vous voyez que ces interprétations, c'est le manque de culture politique. Et je dois dire que ce sont des choses qui nous offusquent, mais nous n'allons pas aller donc attaquer d'autres. Ce n'est pas dans nos façons de faire. Merci Sam Baka. Lucter Beka, bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. On parle sport avec vous. Les Lions indomptables ont été tenus en échec, on va dire comme ça. Un but partout face aux Comores. La première sortie de Clarence Seedorf n'a pas été un succès. Vous avez vu le match? J'ai regardé ce match avec beaucoup d'intérêt et je peux dire que je n'ai pas été surpris du résultat puisque nous sommes dans l'éternel tâtonnement avec le football camerounais et avec la FECAFOOT. Je ne vais pas revenir sur tous les dilemmes que vous connaissez à la FECAFOOT avec ce retard sur les élections parce que lorsque M. Maître Api arrivé à la FECAFOOT, on s'est dit que c'est une sorte de médiateur, celui-là qui peut, n'est-ce pas, réconcilier toutes les parties et qui peut faire en sorte qu'il y ait une élection fiable et transparente. Malheureusement, au fil du temps, nous avons constaté que ce n'est pas l'élection qui était le point central, mais c'était plutôt, n'est-ce pas, des règlements de compte et perpétuelle lutte des réseaux. Et aujourd'hui, lorsque Seedorf et Patrick Kluivert arrivent, ce sont des joueurs qui ont un marketing, qui ont un capital sympathie assez élevé. Mais lorsque nous voyons la première sortie avec le classement, nous nous disons c'est toujours les réseaux. Parce que nous ne comprenons pas, pourquoi Aboubakar Vincent n'a pas été, n'est-ce pas, classé. Nous ne comprenons pas
pourquoi Bassogor, qui a été meilleur joueur de la CAN, n'a pas été invité. On ne change pas une équipe par décret, il faut aller progressivement et je ne suis pas surpris que le score soit celui-là. Bon, le Vox Populi dit que c'est un essai. Les champions d'Afrique n'essayent pas, les champions d'Afrique affirment leur suprématie et je suis pratiquement désolé que le football devienne ce football que vous voyez là. Est-ce que vous, quand vous regardez un peu ce qui a précédé la mise sur pied du staff et puis des autres 12 qui sont arrivés après, les péripéties, est-ce que vous avez le sentiment que cela a joué sur la prestation des Lions Indomptables hier? Non, ce n'est pas ce qui a joué sur la prestation. Ce qui joue sur la prestation, c'est le désordre. Ce qui joue sur la prestation, c'est le clanisme. Parce qu'on prend des joueurs de façon éparse. On avait déjà un bloc compact avec des joueurs qui se connaissaient, qui jouaient ensemble, qui avaient déjà créé une chaleur. Lorsqu'on prend des joueurs de part et d'autre avec une philosophie souterraine où on enlève des pièces maîtresses, que ce soit des pièces qui jouent en Chine, que ce soit des pièces maîtresses qui jouent au Japon, je me dis qu'il y a un véritable problème. Aujourd'hui, lorsqu'on est véritablement dos à dos avec une équipe qui n'est pas classée dans le classement africain, on a véritablement de sérieux problèmes. Et je dis, c'est la conséquence, n'est-ce pas, de l'immaturité des Camerounais qui n'arrivent pas à adhérer au projet de football, qui n'arrivent pas à adhérer aux hommes valables. Parce que moi, je peux le dire et je souscris à cette politique. Je crois que les exécutifs qui étaient là ont un bilan solide. On a une CAN, on avait une équipe et j'ai toujours admiré Hugo Broos qui avait un caractère charismatique et qui prenait parfois des décisions tout à fait efficaces. Vous avez vu, nous avons fait une CAN tout à fait fabuleuse avec des joueurs, j'allais dire moyens. Nous vis-à-vis du charisme de l'entraîneur qui a poussé les enfants jusqu'au bout pour avoir cette CAN. Aujourd'hui, je prends les Camerounais à témoin. Ils verront que nous irons de mal en pire. Hormis la question de gestion de l'équipe nationale, on signale également le passage de Brassard qui serait un problème au sein de cette équipe nationale. Nous promettons de revenir beaucoup plus en profondeur sur cette question dans nos émissions spécialisées. On marque une première pause pour prendre à présent le revue de la presse avec notre ami Brand Kamga. L'actualité traitée par vous et par nous avec nos confrères des autres organes. Bonjour. Les élèves des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont boycotté la rentrée scolaire 2018-2019. Ils sont restés dans leur famille de peur de subir la méchanceté des sécessionnistes. Le Jour a mené une enquête qui révèle que l'incertitude plane dans les esprits. La terreur enregistrée cette première semaine de classe donne raison à plus d'un. Un directeur d'école primaire assassiné la veille de la rentrée à Bamali, 6 élèves kidnappés le lundi et le lycée d'Emeline vandalisé le mardi. L'essentiel retrace les faits d'une atrocité sans pareille. L'école doit se poursuivre contre vents et marées, titre Cameroun Tribune. Dans un communiqué rendu public par le porte-parole du gouvernement, le président de la République condamne les actes de violence, rassure les populations qui ont le soutien de toute la nation. Les assassins sont dans le viseur des tribunaux internationaux. L'ONU, à travers l'UNICEF, appelle au respect des droits de l'enfant, dont l'éducation en toute sécurité. La déclaration de guerre aux sécessionnistes bat la une de Info Matin. L'autre guerre, la nouvelle, c'est celle contre un livre inscrit au programme de la classe de 5e. C'est la dépravation des mœurs légalisées, s'indigne le Messager. Les images, les mots du livre intitulé « L'excellence en sciences » sont suffisants pour conclure que la zoophilie est enseignée aux enfants. L'avis d'Adamou Damjoya au sujet de ce manuel est très attendu, même si le candidat naturel de l'UDC à l'élection présidentielle est invisible sur le terrain. Tribune d'Afrique se demande où l'homme est passé à quelques semaines du scrutin. Il doit s'exprimer afin de lever les doutes qui animent l'opinion. Une absence qui crée la controverse au même titre qu'une action d'Akerimuna qualifiée d'escroquerie politique. Le Manidem version Dieudonné Yepga a en effet déclaré son soutien au leader du mouvement Nao à la prochaine élection. La branche d'Anissé Ekane, légalement reconnue par le ministère de l'administration territoriale, s'insurge contre cette coalition et a porté plainte pour déclaration mensongère et dissimulation des procédures, rapporte Repère. Mutation fait un focus sur les porte-paroles des 9 candidats à l'élection présidentielle
Les portraits répondent plus ou moins au profil requis des communicants pour les prétendants à la magistrature suprême. La campagne électorale débute bientôt et certains barons du RDPC sont absents de la liste des porte-flammes. Ils sont originaires du centre, du sud et de l'est hier, hommes forts et proches du chef qui n'ont pas été appelés. Matem Belinga Eboutou, Edgar Mebengo, André Mamafouda, Benoît Donsoumet ou David Kotoeman sont ainsi désavoués par Paul Biya, conclut Essingang. Ils auraient trahi le président qui vient de subir comme une autre trahison d'après Expression économique. Christian Penda Ikoka, conseiller technique au cabinet civil, vient d'annoncer la création du mouvement Agi qui vise à renverser le régime en place. L'économiste n'a pas démissionné de son poste et est vu comme un traître. D'aucuns y voient l'expression d'un mécontentement à l'instar de plusieurs personnels de la présidence de la République qui menacent de faire grève. La cause est connue dans le quotidien L'Épervier. Cela fait plusieurs trimestres qu'ils n'ont pas perçu leurs indemnités. Le dossier serait bloqué au secrétariat général en cette période difficile de la rentrée scolaire. Il faut éviter la colère au vu du contexte actuel. Paul Biya voit plus loin et bénéficie d'un accueil des plus chaleureux, faisant de lui un leader africain du partenariat gagnant-gagnant au 3e sommet Chine-Afrique. Hot News décrit non seulement la place de choix accordée au président camerounais, mais aussi son plaidoyer pour une aide en continu de la Chine pour le parachèvement des grands projets structurants. Un forum Chine-Afrique, une moisson abondante pour les pays de la CEMAC. Le Gabon, par exemple, a obtenu 16 milliards de francs CFA, très lâchement devant le Tchad qui a eu 5 milliards et le Cameroun a obtenu la cagnotte d'1,7 milliard de francs CFA, rapporte le Financier d'Afrique. Sur place à Yaoundé, Garoua ou encore Mvomeka, la bière continue de couler à flot. Les Camerounais ont consommé 653 millions de litres de bière en 2017. Une consommation en baisse de seulement 0,1% par rapport à 2016, due à la situation sécuritaire actuelle en zone anglophone. Bon dimanche et à dimanche. Kamga, on parle à présent du manuel scolaire, le scandale. Doit-on parler du scandale avec la question du manuel scolaire introduit dans la classe de 5e? On parle de zoophilie, de fellation. La question, je vous la pose en premier, Célestin Germain. Comment avez-vous aperçu la polémique sur le livre de sciences et vie de la Terre qui comporte le chapitre à problème sur la santé de la reproduction? Bien, je crois que c'est une polémique qui me semble parfaitement légitime. Nous avons eu un pays qui a produit de grands ingénieurs, de grands intellectuels, sans passer par forcément une initiation à ces noms d'oiseaux, ces fléaux que vous indiquiez. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un mouvement en Occident qui tend à libéraliser, à pervertir les mœurs. Vous savez par exemple qu'en Suède, aujourd'hui, l'inceste est autorisé. Le mariage avec les animaux est autorisé. En Allemagne, il n'y a plus d'inceste. En France, il y a le mariage pour tous. Donc, il y a un mouvement généralisé des Occidentaux qui veulent absolument investir le champ africain. Là, il faut s'y opposer avec une rigueur absolue parce que l'Afrique est une civilisation, l'Afrique a sa culture. Je considère qu'à travers les soi-disant mises en garde en citant ces fléaux que sont, vous l'avez dit, la zoophilie, la pédophilie, l'homosexualité et consorts, c'est une manière de conditionner nos enfants et nos jeunes à cette perversité de mœurs. Il ne faut pas l'accepter. Je pense que cet ouvrage est un ouvrage obscène, c'est une édition scabreuse, et à travers cela, on pense qu'on peut arrimer l'Afrique à leur mode de vie. Vous savez, il y a un grand intellectuel qui disait que la méthode la plus efficace pour abrutir les masses, c'est la culture. Parce que la méthode militaire, elle est connue, c'était la répression, elle est éphémère. La meilleure manière de maintenir les masses, africaines en l'occurrence, c'est d'infiltrer les cultures les plus perverses occidentales. Et c'est gravissime. Il faut donc un redressement patriotique, africain et camerounais en particulier, pour refuser ce hold-up moral. Et d'ailleurs, dans ce sens, le professeur Kamto a fait une sortie véhémente pour dénoncer cette perversion des mœurs. Parce qu'il faut bien le dire, l'Afrique n'est pas le champ clos de cette civilisation européenne pervertie. Nous avons notre culture.
Et il est important aujourd'hui de dire que j'ai entendu dire qu'il y a des murmures, des rumeurs qui parlaient des retraits, n'est-ce pas, de ce livre. Je crois qu'il faut, si c'est avéré, Qui n'est pas, confirmé, hein. alors dans ce cas-là, si ça n'est pas confirmé, il faudrait donc stigmatiser la commission d'évaluation de l'agrément des livres scolaires et didactiques. Il faudrait demander la démission immédiate de Mme Navoula Lyonga, qui s'est permis d'autoriser avec l'aval du Premier ministre ce livre obscène. L'Afrique est une culture, il faut la respecter. Sambaka, comment arrive-t-on à inscrire un livre qui comporte de telles déviances, dans la page notamment 59, à nos enfants? Oui, c'est pour cette raison que le gouvernement doit s'expliquer. Le gouvernement doit s'expliquer parce que il y a bien des auteurs, il y a des pédagogues au Cameroun, il y a des feuilles de route. Quand on va faire un livre, il y a tout cela. Quelles sont les instructions qui ont été reçues et qui a validé? Il faut que tout cela se sache parce que les parents ont le droit de savoir. Maintenant, on ne peut pas parler de ce problème sans remonter à l'origine. Vous comprenez? Parce que déjà en 1994, c'était au Caire, il y a eu une conférence internationale sur les populations et le développement. Et à cette conférence, évidemment, on avait proposé aux Africains de parapher, n'est-ce pas, la santé sexuelle et les droits sexuels. Parce que le problème se pose là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et les Africains, comme un seul homme, avaient dit non. Et qu'est-ce qu'ils ont, les Africains, eux, ils ont dit la santé de la reproduction et des droits de reproduction. Cela va avec nos us et coutumes. On ne peut pas parler des droits sexuels parce que quand on va questionner au niveau même de l'Europe, on se rend compte que les droits sexuels commencent à 10 ans. Maintenant, c'est 4 ans. Ça veut donc dire, en d'autres termes, qu'on viole votre enfant, mais la loi protège. Parce qu'il y a les droits sexuels, ça va avec les lois. Donc si un enfant de 10 ans est consentant, vous voyez ce que ça va donner. Ça nous éloigne de notre Afrique. C'est la fin de la pédophilie. Maintenant, il faut questionner non seulement ces éducateurs-là, ce ministère, mais il faut questionner nos sénateurs. Parce que nos sénateurs devaient monter au créneau avant tout le monde. Parce que c'est eux, précisément, qui gardent nos traditions. Étant donné que le Sénat, c'est les collectivités territoriales décentralisées, où on trouve à l'intérieur des chefferies traditionnelles qui sont là pour parler de nos valeurs traditionnelles. Les sénateurs les représentent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait du tout. Donc moi je dis, il vaut mieux ne pas aller dans ce bras de fer. Parce que quand on est dans ces choses que les Africains ne se reconnaissent pas dedans, il ne faut pas forcer. Je pense qu'on a essayé de forcer cette affaire. En 1994, les Africains, comme un seul homme, ont dit non, niet. Alors aujourd'hui, ça revient et subrepticement, on dit que ces manuels-là même sont à la 2e année. Ça, c'est encore plus grave. C'est-à-dire qu'il faut des explications. Il faut que le ministre explique aux Camerounais, aux parents d'élèves, aux étudiants, pourquoi est-ce que, au lieu d'introduire au Cameroun un ouvrage sur la morale et l'éthique, on peut introduire ce genre de choses. Mais j'ai vu quelqu'un, et je connais plein d'États qui sont en train de se plaindre. Parce qu'on a choisi leur nom pour faire pour des insanités. Alors, M. Nanda, quand on regarde un peu cela, on se rend compte que la société camerounaise est un peu divisée sur cette question. Il y en a qui estiment que à cet âge et à ce niveau, on doit parler sexualité aux enfants. Comment vous comprenez que cela soit introduit à ce niveau d'éducation précis, c'est-à-dire en 5e? Pour vous, ça a été fait à dessein ou alors c'est juste un manquement? Pour moi et pour nous, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est une provocation. Une provocation supplémentaire de la part de ceux qui pensent que nous sommes dans une société de plaisir. Nous ne sommes pas encore dans une société de plaisir. Nous sommes dans une société de travail. La devise du Cameroun, que pense souvent, certainement, très souvent d'ailleurs, M. Joshua aussi, dit liberté, excusez-moi, dit paix, travail, patrie. C'est grave. Ce n'est pas dans la paix. C'est un lapsus. Ce n'est pas dans la paix, ce n'est pas dans le travail, ce n'est pas dans la patrie.
toutes ces choses-là. Et donc, si des gens viennent nous dire qu'effectivement, nous devons éduquer nos enfants au plaisir, écoutez bien, cela veut dire qu'ils ont autre chose à faire en dehors de la devise nationale. Donc, et je dis, l'éducation, c'est d'abord une question de former quelqu'un à vivre dans une société. Et je pense que cette formation, qui est un devoir des parents, est de leur donner les outils utiles pour qu'ils puissent harmonieusement s'insérer dans la société dans laquelle ils vont vivre quand ils sont des adultes. En quoi est-ce que apprendre aux gens à forniquer très tôt est une chose utile? En quoi? Ça les aide en quoi? Donc, s'il vous plaît, excusez-moi, mais je trouve encore que c'est une provocation. J'ai transmis à la demande du candidat du SDF les protestations acquis de droit, et j'espère que le vrai faux retrait qui a eu lieu dans ces jours-ci va se transformer demain en un retrait véritable. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas accepter des gens qui veulent nous amener dans une société de plaisir alors que nous avons une société de travail. Nous avons des gens qui ont besoin de travailler, ils n'ont pas besoin de plaisir. S'il vous plaît. Bada Kani, et quand on regarde un peu, on se rend compte que les mots sont tellement crus à cette page 59 qui fait problème. On apprend presque aux enfants à travers des dessins, des illustrations, à faire l'amour, entre guillemets, avec des animaux. Alors, si c'était un problème d'instruction, est-ce qu'on ne se serait pas attendu, par exemple, à montrer, à illustrer l'inverse de ce qu'on a démontré dans ce livre? Il ne s'agit pas d'instruction. Il s'agit d'occidentalisation extrême de nos sociétés. Il s'agit d'un parachèvement de la recolonisation du continent africain. Le débat il est posé et nous sommes très à l'aise parce que depuis bientôt 10 ans, le NMP est l'un des seuls à mener ce combat de façon régulière, de façon affirmée et acharnée. Seul. Nous dénonçons depuis très longtemps et nous avons dit aux Africains que voilà le projet qu'on prépare. À l'ONU, on n'est qu'à la première étape. L'ONU et les Occidentaux veulent imposer cela à l'ONU pour que cela a mis pourquoi? Les LGBT, c'était les LGBT, les lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels. Ce signe qui est le signe de la dépravation de l'Occident et sa fin. Donc, aujourd'hui, le débat, c'est qu'on est en train de travailler pour imposer cela à l'ONU et en faire un droit de l'homme universel, désormais imposable mécaniquement à tous les États. C'est le projet. Et nous l'avons depuis bientôt 10 ans. Qu'on voit là où on est en train d'arriver. Il faut dire aujourd'hui que ces hésitations-là, qui aboutissent à ce dit, comme il appelait le vrai faux retrait, c'est lié à quoi? C'est lié à ce que, aujourd'hui, des bailleurs de fonds imposent cela comme conditionnalité non dite à nos gouvernements. C'est de cela qu'il s'agit, on vous impose ça. On dit que si vous voulez l'argent, commencez, imposez ça. C'est ça qui est la réalité. On impose ça au gouvernement aujourd'hui, des bailleurs de fonds. Parce que... vous dites? On va accepter. Non, je décris une réalité. Okay. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds internationaux imposent ça comme conditionnalité non dite, n'est-ce pas, à chaque fois que vous voulez accéder à certains guichets internationaux. Le problème de fond, il est ceci. Il faut arrêter de se mentir. Ce problème pose, c'est la frontière de nos relations avec l'Occident. Aujourd'hui, les Occidentaux estiment que les droits de l'homme aboutissent au LGBT. Nous, les Africains, nous savons que si on admet ça, c'est la fin de nos sociétés. Parce que les civilisations africaines, et même sur le plan mondial historique, sont basées sur le tabou de l'inceste. L'inceste plus au sens global. C'est ça qui est le signe, le premier signe de la civilisation. Et c'est vrai pour toute l'humanité, toutes les recherches le démontrent, que le premier tabou, le signe majeur qui montre qu'une société est entrée dans la civilisation, c'est le tabou de l'inceste. Lorsqu'aujourd'hui on arrive à un rapport international où le fondement devient l'acceptation de LGBT, c'est notre rapport à l'Occident que nous devons assumer. Il n'y a pas seulement une affaire de dire qu'on dénonce ça. On voit que c'est intégré. L'économie, la culture, le social, le politique, la géopolitique est intégré à cette affaire. Le problème est de savoir comment est-ce que nous on fait. Il ne faut pas seulement dire qu'on va dénoncer pour aujourd'hui et c'est terre. Nous savons que ce qui arrive là n'est qu'un aboutissant. C'est-à-dire que le terrain a été préparé pendant très longtemps. Lorsqu'on accepte dans un pays comme le Cameroun qu'une ONG et une certaine dame violent de façon grossière la loi en faisant la promotion d'une affaire comme celle-ci au vu de tous, et on ne peut pas quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on ferme les yeux devant la débauche généralisée qui rythme la vie de nos enfants dans les écoles publiques et ailleurs, qu'est-ce qu'on fait?
On a démissionné. Les églises, tout le monde se tait et ne dit rien. Donc ça, ce n'est qu'un reflet d'une société d'aliénation généralisée qui a perdu ses repères et qui se couche carrément devant l'Occident en acceptant d'avaler les saletés d'une civilisation complètement perdue qui n'a plus rien à dire à l'humanité. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de se limiter à ça. Parce que dans l'avenir, c'est l'économie, c'est la culture qui sera liée à ça. Vous ne pourrez plus rien faire dans ce monde si vous n'adoptez pas ça. C'est ça le projet de l'Occident. Aujourd'hui, c'est connu. Les Occidentaux en ont marre de la démographie galopante africaine. Ils le disent, ils ne se cachent plus. Et comment sortir de là? Le problème stratégique majeur pour l'Occident aujourd'hui, c'est la démographie africaine. Ils le disent. Qu'il faut tout faire pour que les Africains ne font plus d'enfants. Ils le disent. Et ça, c'est une des panoplies pour arriver à ça. Tout ce qu'on appelle santé de production, ce sont de gros mots pour rien du tout. Le problème, c'est de détruire au maximum les sociétés africaines, les déstructurer de manière à ce qu'on devienne des épaves. C'est de cela qu'il s'agit. Pour en sortir, c'est clair. Il faut refuser ça. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ce ne sont ni les droits de l'homme. Il faut refuser ça de façon radicale. Et que désormais, tout projet politique ou social, que de façon claire ne dit pas que ça, c'est inacceptable en Afrique, mais on le met de côté. C'est de cela qu'il s'agit. Luther Meka, vous êtes sociologue. Je interroge le sociologue sur cette question, notamment de la sexualité. À quel âge doit-on enseigner la sexualité à nos enfants? Si oui, est-ce qu'il est indiqué de parler, entre guillemets, de ces choses-là en classe de 5e? Bien, je voudrais d'abord dire qu'au sorti de l'Élysée, une question a été posée au chef de l'État sur la pénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Le chef de l'État a répondu de façon péremptoire. Ces choses-là ne sont pas acceptées chez nous. Peut-être les mentalités peuvent évoluer. Je crois qu'à travers cette phrase, qu'à partir de cette phrase, il a dit cette chose-là, en termes génériques, pour ne pas sortir le mot pour que ça le souille. C'est pour vous dire la position du chef de l'État par rapport à cette vision-là. Beaucoup de gens ne parlent pas beaucoup de l'aspect puriste et ascétique de l'homme, qui a un comportement moral sur les problèmes de mœurs. Parce que c'est un séminariste, c'est quelqu'un qui a fréquenté l'église et qui a une rectitude morale. Je voudrais dire en tant que sociologue que le chef de l'État a dit un mot également. Quel avenir, quel Cameroun voulons-nous laisser pour nos enfants? Permettez-moi de revenir sur certains concepts. C'est quoi l'éducation? L'éducation, c'est la transmission de la connaissance d'une génération à une autre. Cette connaissance doit être un héritage culturel. Et cet héritage culturel est fixé sur deux objectifs, sur l'épanouissement de l'individu et sur le fait que celui-là doit s'insérer dans la société. Le contenu d'un ouvrage, le contenu des enseignements obéit à deux finalités. La première finalité, ça dépend, n'est-ce pas, de la personnalité. C'est-à-dire quelle est la personnalité qu'on voudrait former. Et un autre volet participe, n'est-ce pas, du fait que la société a des attentes, la société a des objectifs qu'il voudrait atteindre. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que l'éducation est un héritage culturel et l'éducation n'est pas hors de l'environnement socio-politique. Donc, il y a des logiques sociales aujourd'hui. Pour revenir donc au problème du manuel, il faut constater que l'école n'évolue pas en vase clos. L'école évolue par rapport aux logiques sociales, par rapport à ce qui se passe dans l'environnement sociétal. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance dans mes prélogomènes de journaliste de faire une étude sur la pornographie et l'adolescence. Lorsque j'étais stagiaire au CIFIA International Messager, et j'ai fait cette étude sur un échantillon de 20 adolescents qui allaient de 8 à 13 ans dans certains quartiers différents. Ce que j'ai constaté, effectivement, j'ai constaté que la moyenne, n'est-ce pas, de jeunes qui perdent leur virginité est de 12 ans. C'est-à-dire au niveau du cours moyen 1 et du cours moyen 2. Et je me suis interrogé sur les causes parce que j'avais des points focaux de jeunes de l'école primaire qui effectivement m'ont introduit dans des réseaux d'amis et de partenaires. Et la cause, n'est-ce pas, de cette perte de virginité très tôt dans l'adolescence, c'était, n'est-ce pas, les scènes pornographiques et les scènes d'amour dans les télévisions. Et ils m'ont avoué autour, n'est-ce pas, dans certains petits cafés, que effectivement, lorsque les scènes d'amour passent, ça aiguise leur curiosité et parfois ils se retrouvent à 1 ou 2 heures lorsque les parents dorment pour regarder des scènes d'amour et ils expérimentent cela avec leur partenaire parce qu'ils voudraient effectivement savoir ce que cela ça donne. Donc je suis là dans la sociographie, n'est-ce pas, de la sexualité de l'enfant pour vous dire que la sexualité est déjà dans le monde de l'adolescence. Maintenant le débat est clair et le débat est posé.
faut-il en parler? Faut-il ne pas en parler? Je crois qu'il est important d'en parler, mais par le bon bout, par la bonne méthode. C'est-à-dire de permettre à ce que le jeune écolier puisse découvrir sa morphologie, son anatomie, ses sens, sa sexualité, mais ne pas prendre le bout par lequel il faudrait passer par la déviance. Parce qu'en passant par la déviance, comme les enfants à bas âge se découvrent, veulent expérimenter, ils vont effectivement expérimenter cela. J'ai également fait une autre découverte que je vais dire aux téléspectateurs, c'est que j'ai constaté effectivement que dans les familles extrémistes, je veux dire de façon religieuse, dans les familles de religions extrémistes, les jeunes filles à partir de 17 ans, 18 ans, prenaient plutôt le chemin de la ville de Sodome que l'autre chemin pour ne pas, n'est-ce pas, pour préserver leur virginité, parce que comme vous pouvez le constater, les parents constatent, n'est-ce pas, la sexualité par l'autre chemin. Et c'était pour vous mettre en décor, pour vous dire que la sexualité est un débat. Et en tant que pédagogue, je dis il faut en parler, mais il y a la méthode, il y a la manière pour en parler. C'est pour ça qu'il faut être un bon pédagogue pour aborder ce sujet. Célestin Djamène, il faut en parler, certes, mais il faut prendre le bon bout. Mais comment en sommes-nous arrivés là, quand on sait qu'il y a quand même un dispositif pour empêcher que ce genre de choses arrivent? Jusqu'ici, on n'a pas la réaction de la commission chargée de valider le dit manuel. On n'a pas la réaction du ministre en charge de cette tutelle, du ministre de tutelle. Comment comprendre tout ce mutisme? D'abord, il faut rappeler à ceux qui nous regardent que la commission chargée de l'évaluation des livres scolaires et didactiques a validé ce manuel. Ça a été adoubé par la ministre des enseignements secondaires et ensuite par le Premier ministre. C'est pour ça que ça a été implémenté. Ce problème a fait l'objet d'un tollé général des hommes politiques. D'où le vrai faux retrait, que j'espère deviendra un vrai retrait de ce manuel scolaire, qui est un ouvrage, je le répète, scabreux. Maintenant, dans nos pays, on a souvent l'habitude de parler de souveraineté nationale. Nos chefs d'État ont quelle responsabilité? C'est pas parce qu'on est membre de l'ONU qu'on est obligé de tout accepter. Tout de même, la souveraineté des États, ce n'est pas simplement quand ça nous arrange. Là, c'est une question régalienne, qui est l'éducation. Quels sont les enjeux majeurs d'une éducation nationale? Le débat important, c'est d'abord la construction de l'avenir pour nos enfants, la gratuité de l'école et l'alliage entre la pédagogie et l'aspect didactique pour susciter l'intérêt de l'enfant. Voilà les enjeux les plus importants. Est-ce que pour pratiquer sa sexualité, on a besoin d'un manuel? Encore une fois, il faut dire les choses et appeler le chat par son nom. C'est une tentative de la Banque mondiale qui a obligé au livre unique. Je comprends mieux maintenant pourquoi on a introduit le livre unique au Cameroun. C'est pour essayer de distiller, n'est-ce pas, ce venin qui nous vient de l'Occident. Il y a souvent, c'est vrai, des bonnes choses qui viennent de l'Occident. Démocratie formelle et représentative, par exemple. Mais en vérité, la culture, il n'y a pas de culture universelle. Chaque peuple a ses cultures. Et là, j'interpelle la responsabilité des chefs d'État qui, sans doute, qui apparemment laissent ce genre de programme prédominer. Parce qu'en vérité, le problème, c'est que quand on dit arrêter cela, on arrête ça comment? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les autorités les plus suprêmes de nos États puissent frapper du poing sur la table pour dire, monsieur, on n'en veut pas. Et d'ailleurs, tout à l'heure, M. Luther Mackay faisait allusion à M. Paul Biya, à sa sortie de l'Élysée. M. Biya, sur l'article 347 du Code pénal, dit que l'homosexualité est interdite au Cameroun. On pense que les mœurs vont évoluer. Ça veut dire qu'il n'est pas péremptoire, il n'est pas ferme sur l'homosexualité. On connaît au Cameroun des lieux de débauche d'homosexuels et de lesbiennes. Les autorités policières le savent. Ce n'est pas réprimé. Donc les plus hautes autorités de l'État sont en train, n'est-ce pas, de valider ces comportements-là. Et maintenant, pire, ça touche au manuel scolaire. Ça concerne nos enfants. Nous, on est passé par l'école. Est-ce qu'on a eu droit à ces manuels-là? Ça n'empêche qu'on ait une sexualité épanouie. Merci, Célestin Djamène. Je vous pose la question, une dernière, et puis une autre pour Badakani. D'abord pour vous, sur cette question à vous. Des personnes plus futées, et plus avisées, disent que c'est parce que nous sommes en période électorale que ce problème est soulevé. Si on n'était pas en période électorale, ça allait passer inaperçu. C'est votre avis? Non, c'est pas mon avis. De toute façon, je veux vous dire une chose. Hein.
je suis un nègre décomplexé. C'est-à-dire que je ne me laisse pas influencer par les avis des autres, sauf si je trouve, moi, sur la base de mon propre raisonnement, que c'est pertinent. Okay? Ce qui signifie que il appartient aux Africains eux-mêmes, nous là, tous, sur la base de ce qu'il a dit. Parce qu'il dit, effectivement, il démontre aisément que ça vient de loin. La question c'est, est-ce que nous construisons nos indépendances pour pouvoir résister à ces vagues de dépravation qui veulent nous envahir? C'est la question. Or, j'ai l'impression que ce n'est pas une préoccupation, et heureusement qu'on a une élection présidentielle, maintenant les populations vont se déterminer. Qui donc va leur donner les moyens de se libérer eux-mêmes d'abord? Parce que pour pouvoir dire non, il faut d'abord être capable chez soi de dire que je ne mange pas de ce pain-là. Il faut que les Camerounais puissent dire chez eux, je ne mange pas de ce pain-là. Ok? Donc voilà l'enjeu. Construisons nos indépendances et on pourra dire non à cette vague de dépravation. C'est tout. Sambaka, est-ce que ce livre, malgré ce tollé général, sera retiré dans nos écoles? Il sera retiré. Moi, je ne vois pas quel est le parent qui ira acheter ce livre pour ses enfants. Peut-être qu'il y aura un compromis et qu'on puisse déchirer non, il y a des parents qui n'achètent plus. Les pages qui sont compromettantes. Mais il faut dire, ça c'est rien là, parce que moi j'ai vu, il y a une vidéo qui circule avec le président de la France qui est dans une école d'enfants et qui leur explique pourquoi est-ce que il n'a pas fait d'enfant, la femme en avait déjà, et il leur pose des questions. Il leur demande, parmi vous, est-ce qu'il y a des parents divorcés? Presque toute la classe avait le doigt levé. Il pose la deuxième question et il dit, est-ce qu'il y a des familles recomposées? Il y en avait. Après, il demande, est-ce qu'il y a des parents du même sexe? Alors c'est là où il faut voir la vidéo. Il y a une petite Africaine, noire, qui est au premier banc. Elle a fait une grimace de dégoût total. Ce n'est pas dans nos cultures. C'est-à-dire que nous voulons imiter les autres, mais ce n'est pas dans nos cultures. Donc à partir de ce moment-là, il ne faut pas seulement parler de retirer le livre. Il faut que ça s'explique. Il faut que le gouvernement explique pourquoi il n'y a pas eu de filtrage au point d'arriver là. S'il n'y avait pas intention de nuire, alors il faut qu'il nous explique pourquoi le filtrage n'a pas enlevé, n'est-ce pas, ces insanités. Parce que le problème, ce n'est pas la reproduction. Parce que tous les enfants doivent savoir que l'homme a un pénis, la femme a ceci, vous comprenez? Donc tout ça, les enfants doivent le savoir. Et ils doivent savoir que c'est la sémence mâle qui pénètre la femme pour que l'enfant naisse. Ça, c'est les traditions africaines. Maintenant, c'est ça qu'on doit enseigner pour l'éducation sexuelle. Mais quant à dire que vous pouvez vous soulager avec un animal, vous pouvez aller avec... Ça, c'est ça qui n'est pas dans nos mœurs. Donc, il faut non seulement retirer ce livre, mais il faut que le gouvernement s'explique. Alors, Bada Kani, quand on voit un peu des enfants émancipés de nos jours, l'âge de 8 ans, 10 ans et même 12 ans, ils vont souvent chercher ces images dans les bandes dessinées. Ça veut dire que si vous ne leur apprenez pas cela, ils ont mille manières de pouvoir voir cela. Est-ce qu'il ne fallait pas essayer de voir la mesure compensatrice pour pouvoir enseigner cette affaire? Non, je tout à l'heure, l'approche sociologique de Luther Meka nous indique cette réalité-là. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne forçons pas le débat. C'est un problème de choc de civilisation. Je me permets de reprendre à mon compte ce concept qui a fait brouiller à un moment donné par Samuel Luchington, mais c'est cela qu'il s'agit. Il n'est pas question de segmenter, de dire que bon, on va segmenter une affaire d'éducation. Non. Et c'est là le débat est fondamental. Et ça dépend des affaires de clivage politique. Tout à l'heure, je reviendrai sur le fait de nos indépendances qui sont à construire. Il s'agit de démontrer que notre civilisation n'est pas cette civilisation occidentale. Point. Et c'est valable dans tous les domaines. L'Afrique n'a rien à apprendre de l'Occident. Dans tous les domaines, je dis rien, contrairement à M. Ndiamé. Apprendre c'est autre chose. Coopérer c'est autre chose. On peut coopérer en étant libre et indépendant. C'est de cela qu'il s'agit. Mais nous avons, l'Afrique a tout ce qu'il faut dans tous les domaines. On n'a pas à apprendre. Je dis qu'on n'a pas à apprendre quelque chose en Occident. D'ailleurs, l'histoire montre que c'est nous qui les avons tout appris. Donc, on vous appelez toi quelqu'un et puis vous commencez encore à apprendre de lui. Je ne sais pas qu'on a appris. C'est nous qui les avons la tout appris. Démocratie représentative. La démocratie, il a lancé, hein, il a parlé de démocratie, il était dans un domaine qui n'a pas compris. Voilà, non, ça va, c'est bien. Tu as bien compris. Rassurez-vous, hein,
Je te parle depuis très longtemps. Je l'ai bien compris. Il dit qu'il y a les bons jours à la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est quoi l'Occident? L'Occident a inventé la démocratie. Les Africains croient la démocratie longtemps avant l'Occident. D'accord, ok, s'il vous plaît, on ne va pas s'attarder sur ce volet précisément. On va la permettre qu'il termine. La meilleure façon de coopérer avec quelqu'un, c'est de lui montrer aussi qu'on peut être indépendant de lui dans tous les domaines. C'est ce que j'ai envie de dire. Je ne prêche pas l'autarcie. Et en ce domaine, nous avons tout appris à l'Occident. Tout. Chutez sur la question maintenant. Alors, maintenant, pour revenir à votre question. L'Afrique connaît l'adolescence, mon cher Boubangomla. Nous savons ce que c'est. Les Africains apprennent la sexualité dans la famille. L'enfant voit son père et sa mère, il apprend. Il apprend, il sait que c'est dans quand on se marie, on fait les enfants de façon, comment on dit ça, de façon saine. L'Africain apprend ça. Mais comment est-ce que les parents ont vécu pendant très longtemps? Qu'est-ce que nous raconte là? On me dit qu'il faut enseigner aux enfants. Il n'y a rien à enseigner aux enfants. C'est parce que nous sommes sur la perversion, la domination de ces choses. Nous refusons de prendre des mesures qu'il faut s'imposer, à savoir discipliner les télévisions, rétablir, comme elle a dit, la morale à l'école et dans la famille, faire les révolutions nécessaires. On refuse de faire ça. On se réfugie derrière la nécessité de parler aux enfants. On leur parle de quoi? C'est de cela qu'il s'agit. L'Afrique connaît l'adolescence. Il faut retrouver ces valeurs-là. Il faut les retrouver et les mettre à l'école. Je termine avec cette affaire d'indépendance. Alors j'ai entendu tout à l'heure M. Nanda dire nous devons construire l'indépendance. C'est parce qu'on ne le construit pas. Hein, si on ne le fait pas, on n'a rien à dire à l'Occident. Mais est-ce qu'une partie de l'opposition camerounaise est pour l'indépendance? Dites la vérité aux gens. Non. Est-ce qu'une partie de l'opposition camerounaise est pour l'indépendance? Lisez les programmes politiques, tous adorent le FMI. Tous adorent le FMI. Tous sont couchés devant l'Occident. Ben, je tiens à te dire que c'est vous qui on en vient tout à l'heure, puisque vous allez parler. On va parler tout à l'heure. Tous sont couchés. Lisez les programmes politiques. Je parle pas. Lisez les programmes politiques. S'il vous plaît, on va. Tous sont couchés devant le FMI. Tous sont à genoux devant les Occidentaux. D'abord, ils font leur réunion dans l'ambassade. Tout qu'on a chassé le président en place. Tous sont couchés. Donc, avec ça, ok, merci. Donc, le projet d'indépendance doit être pris en charge par tous les partis politiques, par tous les leaders, sérieusement. On s'en reparle avec le sociologue. Vraiment, en une minute, on n'a plus beaucoup de temps sur cette question. Est-ce que ce lever de bouclier va permettre aux acteurs ou aux co-acteurs de reculer face à cette affaire? Oui, beaucoup ont dit que cela a été installé, ce programme existe depuis 1-2 ans. Vrai, mais il faut dire que, comme disait Ecclésiaste, le livre chrétien, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'éveil. Et je crois qu'aujourd'hui, l'alerte qui est donnée dans la société camerounaise démontre que les Camerounais ont conscience de ce qu'ils veulent. Et le véritable problème, c'est qu'il faudrait aujourd'hui qu'il y ait des indicateurs de ce que nous attendons de l'éducation. Il faudrait qu'il y ait une vision qui essaie de mettre sur pied les valeurs morales, les indicateurs culturels que nous attendons. S'il n'y a pas cette vision, chacun parlera de culture à sa propre façon. Donc il est important aujourd'hui que ceux qui sont des pédagogues s'asseyent avec des psychologues pour savoir qu'est-ce que nous devons enseigner à nos enfants. Parce que je l'ai dit, que le contenu d'une éducation dépend de la personnalité qu'on veut former et du projet de société de cette société. Mon frère, c'est l'éducation entre les mains des réseaux ésotériques qui ont ce projet. Parce que l'année dernière, on a vu des groupes ésotériques qui se cachaient derrière justement le problème de santé de l'opposition pour venir enseigner l'homosexualité à nos enfants. Nous nous sommes levés violemment contre ça, ça a été retiré. Ils ont reculé. Donc, si votre éducation entre les mains des réseaux ésotériques, qui sur le plan international ont un projet commun qu'ils partagent avec leurs amis occidentaux, mais vous attendez à quoi? C'est pour ça que la responsabilité du ministre est engagée. Il faut qu'elle nous explique. Et le Premier ministre, il doit vous expliquer. Parce que ce sont des projets des réseaux. La parole. Je vous demander. C'est le projet de certains réseaux. On ne peut pas tout politiser. Je crois que dans mon peut-être que je m'exprime mal. J'ai dit le contexte social est favorable à l'émancipation de la sexualité. C'est un fait scientifique. Je dis bien, c'est un fait scientifique. Nous ne sommes plus en 1960. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Nous sommes à l'ère de la communication. Maintenant qu'il y a... Il dit qu'il faut prendre du bon bout. Maintenant que nous sommes à l'ère... Maintenant que nous sommes... Monsieur Bandakani, c'est une fatalité. Nous ne vivons pas nos tasses. Ça n'a rien à voir. Maintenant que nous sommes à l'ère... S'il vous plaît, laissez-le s'exprimer. Nous sommes à l'ère du diffusionnisme et de la mondialisation culturelle. Il faudrait baliser
ce qui doit être enseigné à nos enfants. Je voulais dire, Boba ce que Gomla, je avec peux votre dire, permission. c'est Il n'a que pas fini. C'est pas vrai. Il n'a pas fini. Il n'a pas Allez-y. fini. Il n'a pas Non, fini. mais avec Il n'a pas fini. On ne peut pas vivre comme ça. S'il vous plaît. C'est moi le spécialiste de cette affaire ici. J'ai fait des études là-dessus. Allez-y, allez-y. Je dis, j'ai fait des études là-dessus. J'enseigne les enfants. Allez-y, s'il vous plaît. Je suis un père d'enfant. Allez-y, terminez. Je suis en train de vous dire que... Je suis en train de vous dire que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Oui. Il y a les réseaux sociaux, il y a le diffusionnisme culturel, il y a la circulation des personnes, il y a la culture peut être influencée. Maintenant, il faut baliser clairement quel sera le contenu qu'on va enseigner à nos enfants. Ce n'est pas seulement une affaire d'éducation. Il y a les images, il y a la télévision, il y a les programmes, il y a toutes ces vidéos, toutes ces images. Il faut un filtrage. Ce n'est pas, il ne faut pas seulement aller couper Je voudrais dire d'abord en 10 secondes. en 10 secondes que l'opinion de M. Meka n'est pas une doctrine. Il a beau être enseignant, on le respecte. La politique de la santé, de la politique scolaire est définie par un chef de l'État. C'est lui qui valide et qui fait implémenter la politique qu'il définit. Le président décide, le ministre exécute. Si le PM, qui est sous la tutelle du président de la République, a validé cette cochonnerie, ça veut bien dire que le responsable direct principal, c'est le président de la République. Ok, d'accord. Et On vous a compris, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur cette question, s'il vous plaît. Je vous donne vraiment une seconde. En une seconde. Le glissement de M. Djamène est inacceptable, je vous dis. Mais c'est la réalité. Le chef de l'État incarne la politique. En 5 secondes, s'il vous plaît. En 5 secondes, je vous en prie. S'il vous plaît, il a juste 5 secondes. S'il vous plaît, en 5 secondes. S'il vous plaît, on ne peut pas dédouaner tout le monde. Il y a des responsables. Un petit silence qui a en même temps candidat. Un peu de calme sur ce plateau, Célestin Djamène. S'il vous plaît, un peu de calme. Je vous en prie. Je vous donne la parole. Ne parlons pas tous à la fois, sinon on ne va pas s'entendre. Et je crois que tout le monde est unanime sur ce plateau et qu'il y a des responsabilités à dégager. Donc, on ne va pas pérorer longuement sur cette question. Vraiment, ce que je refuse, c'est le glissement qu'il fait pour politiser. Est-ce que la position, M. Bangomla, interroger sérieusement certains partis de l'opposition sur la position de l'aide de cette affaire, y compris ton président Mouti Moumou. Il a fait une lettre. Non, je parle sur la question de l'homosexualité. Il a des positions ambiguës sur cela. Très ambigu même d'ailleurs. Je vous le dis, peut-être en faux. Il faut que la déclaration de Cameroun. Je vous ai pas interrompu. Ok, d'accord. La question c'est de savoir est-ce que le président de la République est le responsable de ce suprême. Vous n'avez pas interrompu quand vous parlez. On a compris. Je dis ceci. La position des leaders, c'est de certains de le président est ambigu sur la question. Sur la question 1. Deuxième chose. Elle n'est pas ambiguë. Si vous parlez de responsabilité, qu'est-ce qui empêche la société civile, terminer les rapidement, leaders, le premier et tout, de s'organiser pour dire non à ces projets? Ok, d'accord. Pour jouer. On vous a compris. Une seconde. S'il vous plaît. Badakani. Vraiment en une seconde. On doit avoir notre identité en Afrique. On doit avoir notre identité au Cameroun. Et il faut bien remarquer, si nous voulons imiter les chefs d'État européens, alors on va se retrouver devant le problème où les chefs d'État, vous les apercevez, ils n'ont pas d'enfants. Et il y a même d'autres qui se marient entre hommes et hommes. Donc si on veut copier l'Occident, alors préparez-vous à avoir des chefs d'État qui n'auront même pas d'enfants. Ok, d'accord. En tout cas, le code pénal camerounais interdit cela pour le moment. À la fois, en attendant que cela soit changé, je pense qu'il faut appliquer la loi. On va marquer une courte pause pour prendre le second sujet consacré à la tenue des élections dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Cette semaine, les femmes sont sorties dans la rue du côté de Bamenda pour crier leur ras-de-bol par rapport à la situation qui sévit de ce côté. On suit ce reportage de Monique Naoussi. Canal 2 International, votre télévision vous présente Canal Presse. L'actualité à... Pardon, on veut la paix. Maman, on veut la paix. Oh, on veut la paix. On veut la paix. L'atmosphère est celle de deuil dans la culture Grassfield. Nous sommes à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Les femmes, porteuses de vie, expriment la douleur de perdre le fruit de leurs entrailles et leurs époux dans la crise anglophone.
Des scènes de violence ont ôté la vie tant aux civils qu'aux militaires. Elles disent en avoir marre et l'expriment par des larmes et des prières. Aujourd'hui ici, comme tu le vois nombreux, ils sont en train de sortir, ils sont en train de venir parce qu'on est fatigué. Tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'on est en train de demander à nos frères, à nos pères, à nos sœurs qui est derrière, à nos ministres, à tout le monde qui peut, qu'on veut seulement la paix. Les femmes sont fatiguées, on veut la paix. Comme ça, on va terminer comment? Les petites filles sont pas ce qu'on ne peut pas arranger. Je vous demande pardon, nous sommes tous des frères. Si on veut soit anglophone, francophone, partout, nous sommes un. Je ne sais pas ce qui se passe, mais au moins que l'État écoute ce que nos frères demandent. C'est le deuxième regroupement des femmes des régions anglophones après celle de Buea il y a une semaine. Elles espèrent une fin imminente de cette crise sociopolitique qui n'a que trop duré. Les messages sur les pancartes appellent à la reprise de l'école, l'arrêt du crépitement des armes, car fatigués d'enterrer fils et époux. Si nous avions entendu au commencement, tout ceci ne devait pas arriver sur ce niveau. Là, je pleure aussi pour la paix. Je sais que comme je sors, je ne sais pas ce qui m'attend dehors. Mais j'ai dit ça au monde entier qui nous entend. La manifestation a lieu au stade municipal de Bamenda, encore en chantier. Il est ouvert ce jour pour la première fois à l'effet d'accueillir les larmes de ces femmes. Voilà, on parle de la crise anglophone, quelle présidentielle dans le nord-ouest et le sud-ouest. Depuis la rentrée scolaire, on note une intensification des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest. La question, je vous la pose en premier. Est-ce que cela était prévisible, Monsieur Nanda? L'intensification Je pense que c'est une évidence dans la course des opérations avec un conflit de cette nature. Et j'ai eu l'occasion déjà de dire, à titre personnel sur ce sujet-là, que je n'étais pas d'accord avec la manière avec laquelle les forces armées camerounaises sont utilisées dans ce conflit. Pour résumer, pour ceux qui se font dans la polémologie, on ne fait pas du Clausewitz, là il faut faire du Sun Tzu. C'est-à-dire que l'engagement, si vous pensez que vous avez privilégié l'engagement avec des gens qui se font des conflits et qui se fondent dans la population, vous allez vous mettre à dos de la population. Et donc nous sommes en train de perdre, à la limite, le combat pour retrouver la souveraineté du pays. Si on continue à penser que la population doit être bombardée, vitupérée, violentée, alors qu'en fait les sécessionnistes prétendus tels font le contraire. Donc, et en ce moment-là, vous renforcez le potentiel de haine que la population a vis-à-vis de la République, et vous renforcez également, en contre-coup, le niveau de sympathie qu'ils ont envers les discours sécessionnistes, parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas les ennemis. Donc par conséquent, il faut faire attention. Et donc quand vous l'avez fait de manière aussi intense pendant un certain temps, sachez qu'à un moment donné, il y a un retour de bâton. Le retour de bâton, c'est qu'ils vont être affaiblis mais après ils vont reprendre le sport de la bête. Nous sommes dans une situation où l'élection présidentielle, qui va avoir dans 3 semaines, c'est une sorte de référendum où ça casse ou ça passe. La partie qui gagne l'élection présidentielle va avoir pour elle la légitimité et nécessairement l'autorité pour pouvoir imposer tel ou tel issue au conflit. C'est-à-dire que, et c'est ça c'est important, si les anglophones, si nous ne prenons pas disposition pour que les anglophones votent, nous aurons marginalisé de manière encore plus intense les anglophones. Ils ont un sentiment d'exclusion par rapport à la République. Lucas Meka, quand on regarde, on se rend compte que les rentrées scolaires n'ont pas eu lieu dans ces régions, on va dire presque pas. Est-ce qu'on peut dire que l'école est encore possible dans ce climat délétère dans ces régions? Non, il ne faut pas être péremptoire. Il y a eu une rentrée timide. Je crois que j'ai vu les images et nous avons des gens là-bas. Et par rapport à votre question, moi je pense qu'il est important de dire que nous ne pouvons pas faire le Cameroun sans le nord-ouest et le sud-ouest. Et dans cette démarche que vous avez pu constater, le gouvernement a toujours eu à dialoguer. Parce que moi je suis surpris aujourd'hui qu'on dise que le gouvernement ne dialogue pas. Le Premier ministre Philémon Yang
que ce soit son Excellence Mafane Moussongué avec sa commission du multiculturalisme, il va chaque fois pour dialoguer avec le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Mais il faut être clair, il faut dire la vérité aux Camerounais. Parce que moi je l'ai toujours dit et je le répète, les gens ont voulu passer par la partition du Cameroun pour bloquer les élections, pour que le chef de l'État ne puisse pas se présenter. Et les prémices, n'est-ce pas, de ce front de guerre a commencé à l'Est, ça a été jugulé, ça s'est répandu dans le Grand Nord avec les comités de vigilance et la maturité du peuple du Grand Nord, ça a été tout à fait neutralisé. Ils n'ont pas pris, n'est-ce pas, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Alors, lorsque l'ONU donne des critères, n'est-ce pas, de validité d'une élection, de crédibilité d'une élection, il y a l'inclusion, il y a la transparence, il y a la responsabilité, il y a la compétitivité. Quand je parle d'inclusion, ça veut dire qu'il faudrait que toutes les parties prenantes des élections, le peuple puisse voter. Alors, lorsque des gens s'auto-marginalisent, prennent les armes et disent qu'il faudrait, n'est-ce pas, qu'ils quittent le Cameroun et qu'on dise que l'élection ne sera pas crédible, je crois que ce n'est pas ça le problème. Lorsque des gens se marginalisent et que nous, on veut qu'ils participent, on ne peut pas dire que l'élection aura un problème de crédibilité. Donc, pour moi, et je le répète, c'est qu'il y aura parfaitement élection au Cameroun et cette élection devrait se faire au nord-ouest, au sud-est. S'ils se marginalisent, cela ne va entacher en rien la crédibilité de l'élection. Bandakani, cette semaine à Yaoundé, l'ECAM a réuni les acteurs du scrutin et a confirmé que l'élection va bel et bien avoir lieu dans les 10 régions du pays. Dans quelles conditions est-ce que cela va se faire? Dans les conditions prévues par la loi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'élection aura lieu dans ces 2 régions. L'État prendra la disposition pour que les élections aient lieu dans ces régions. Et il est quand même pris en disposition, à savoir déplacer, n'est-ce pas, créer des endroits où les gens peuvent voter en toute sécurité. Il faut encourager ça. Donc, est-ce que les candidats fait ces dispositions sont déjà prises? Et qu'est-ce qu'on va faire des populations déplacées qui sont parties? Il faut qu'on soit clair. Je partage totalement l'avis de mon ami Luther Mekra sur cette question. À savoir que les gens se sont auto-marginalisés. Ils veulent parler pour certains. D'autres sont obligés par la violence des terroristes sécessionnistes d'être hors du pays. Ce n'est pas le fait de l'État. De fuir. Ce n'est pas le fait de l'État du Cameroun. Tout à fait. Ce n'est pas l'État qui a créé le projet sécessionniste. Ce n'est pas l'État qui a demandé aux gens de prendre les armes contre notre pays. Ce n'est pas l'État. Donc il faut attribuer ça aux vrais coupables, les ambassadeurs terroristes sécessionnistes. Moi, je suis pour l'entendre certaines choses ici. Vous avez entendu dire que vraiment, il y a une perte du combat pour la souveraineté si on va aux élections dans ces 2 régions. Moi, je vais vous poser une question simple. Dans son parti, le SDF, quand les gens violent la loi, qu'est-ce qu'on fait? On applique le 8-2. Clair et net. Et quand on y dialogue, c'est dans les conditions fixées par le parti. On connaît votre parti. Comment pouvez-vous tolérer ça au niveau de l'État? Où des gens s'auto-élèvent, ils disent qu'ils s'auto-proclament marginalisés. Et à partir de là, ils déclarent la guerre à leur pays. Vous ne condamnez pas ça. Vous justifiez ça par des moyens, vous jouez, vous ne voulez pas condamner. Votre crédibilité engagée, monsieur, tant que vous n'êtes pas condamné cette affaire, vous devez le condamner. Sinon, qu'est-ce que vous faites à l'élection présidentielle? L'élection présidentielle est régie par la loi. Comment même quand on voit l'élection présidentielle sur la base de la loi, et on ne condamne pas des terroristes qui violent la loi? C'est du n'importe quoi. Et il n'y a aucun lien à faire entre la crédibilité de l'élection présidentielle et la clé dans le fond. Aucun lien. 8 provinces au Cameroun, d'après vous, n'ont pas de problème. D'après vous, je prends votre raisonnement. Mais, voilà l'élection qui a eu lieu au Mali. En Centrafrique, c'est 2 quartiers qui ont voté. Qui remet en cause la crédibilité de du président Touadéra. Dans le monde entier, il est reconnu comme président. Et d'ailleurs, les Occidentaux, à l'époque, ont obligé les gens à aller aux élections en Centrafrique. Alors, les gens vont vous dire que le Mali, la Centrafrique, c'est pas le Cameroun. Non, je fais un parallèle. Parce que vous prenez un exemple. Non, je fais un parallèle pour dire que... ils sont en train de dire que l'élection ne sera pas crédible si, entre guillemets, il n'y a pas d'élection là-bas. Non seulement il y aurait élection, mais ils sont en train de vouloir dire que... Je ne sais pas qui dit, hein. Non, je ne sais pas qui dit. Vous, le SDF me dit... Non, mais le SDF citer les gens, ok? Je dis que le SDF, la preuve, vous venez de dire sur votre plateau, vous me dites devant tout le monde que... Vous avez dit qu'il y aura perte de combat pour la souveraineté. Peut-être qu'ils n'en aient pas réglé avant. C'est vous qui l'avez dit. Non, alors je vais répéter ce que vous l'avez dit. Ne niez pas, monsieur. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Non, et le courage de dire que vous avez dit. Les gens vous entendent.
Bien sûr, je peux terminer. C'est un exemple. Parce que vous racontez n'importe quoi, M. Badakani. Voilà, maintenant je raconte n'importe quoi. Oui, si. Mais bon, vous n'avez pas dit. Comportez-vous comme vous le faites au sein de votre parti. Vous avez un parti, j'ai votre parti et laissez les autres partis. Dans le SDF. J'ai le vôtre. Non, j'ai le vôtre. Nous avons aidé votre parti. Les ectoplasmes, quand on parle de politique. Je voudrais vous rappeler, monsieur. Les ectoplasmes doivent se taire quand on parle de politique. Oui, ce sont vos propos. Nous avons aidé votre parti à grandir. On n'était pas ectoplasme. Quand on vous apprenait à faire un programme politique, à l'Union pour le changement, on n'était pas ectoplasme. C'est votre tradition. Vous n'étiez pas membre. Vous ne connaissez pas l'histoire. Allez demander. Ça veut dire que vous ne connaissez pas l'histoire. Vous terminez maintenant sur Je cette suis un question. membre éminent. C'est vous terminez sur cette question. Parce qu'on va avancer. Vous voulez exister en vous à l'histoire positive. On sait de votre parti. Quand quelqu'un viole la loi, on applique le 8-2 et c'est normal. Vous veillez à ce que le statut soit respecté. Comment au niveau de l'État vous encouragez des gens, des criminels, qui s'élèvent et pointent les armes contre leur pays, tuent les militaires, tuent les policiers, vous justifiez ça par des Big Mac. Il faut que clair. Badakani, on vous a donné pour votre première prise de parole. On va revenir. On va dans ces deux régions-là. On va revenir. Et la présidentielle sera crédible. Ok, on va revenir à vous. On sort par là, justement, par la question de crédibilité. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Je voulais relancer Célestin Djamène sur cette question. Quand on se rend compte que dans la partie septentrionale du pays, il y a Boko Haram qui sévit. Dans la partie nord-ouest et sud-ouest, il y a la crise anglophone. Et puis à l'est, il y a également la question sécuritaire. Peut-on parler d'une élection crédible avec ces aspects-là? On dit souvent que le président Biya n'a pas de projet. Il a un projet. C'est le projet de marche arrière. Parce qu'en vérité, pour aborder cette question, on ne peut pas l'aborder sans identifier les causes. Il y a 2 ans, Bouba Gomna, il n'y avait pas d'armes qui crépitaient dans ces régions-là. Le président de la République, sur la base de l'article 5 de la Constitution, est garant de la stabilité de la nation. Un simple voyage, je dis bien un simple voyage, dans les partis, dans les zones de conflit, dans les zones de tension, aurait, à mon sens, pu désamorcer les rancœurs, les frustrations. Il ne l'a pas fait. On l'a bien vu à l'époque vadrouiller à Abidjan, à New York et à Genève. Estimant que faire un voyage à Boya ou à Bamenda était peanuts, c'était inintéressant. Et de fil en aiguille, les tensions se sont aggravées, ça a été les enseignants, c'était ensuite le consortium qui a commencé à négocier avec le gouvernement. On a bien vu le voyage M. Yang Philémon à Bamenda, puisqu'il y a des points de revendication qui étaient à l'encontre des approches du gouvernement. On a arrêté, n'est-ce pas, la négociation et on a dissous le consortium. On a mis fin à la négociation, on dissout le consortium. Et pire encore, ces modérés qui étaient incarnés par M. Agbombala et Fontaine-Lebas ont été mis en prison. C'est sous la pression nationale et internationale qu'ils ont été libérés. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a radicalisé des forces dites ambazoniennes qui étaient complètement inaudibles. Et voilà aujourd'hui qu'ils ont gagné malheureusement en sympathie. Mais je continue à penser que la sécession n'est pas une option. Mais nous devons parler aux sécessionnistes. S'ils veulent s'entêter à être sécessionnistes, on doit les traiter comme tels. Parce que je n'ai pas adhéré en politique pour 2 Cameroun. Bravo. J'ai adhéré en politique pour un Cameroun. Moi, c'est clair. Et je le dis aujourd'hui, nous sommes tous ici des UPCistes putatifs. Parce que Oumniobé est mort, il n'a pas vu le fruit de son travail. On ne peut pas accepter que les gens se lèvent un matin pour demander la division du Cameroun. Ceci dit, il y a des responsables. Monsieur Biya n'a jamais voulu dialoguer, il faut le dire. Et d'ailleurs, je vais rappeler une chose ici aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que dans le sud et le nord-ouest, est-ce qu'il y aura une élection sécurisée? Même si on met le billet derrière chaque citoyen, ça ne fera pas l'affaire. Parce que quand tu terrorises les populations, il y a une psychose qui est distillée dans les populations. Quand l'UTMK dit qu'il y a une timide rentrée scolaire, moi j'ai dit non, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Si les parents n'ont pas pu envoyer les enfants à l'école, ils ne pourront pas non plus sortir pour aller voter. Okay. Et ils risquent leur vie. Ok. C'est ça l'enjeu principal. Sambaka, peut-on parler d'une élection sécurisée dans ces zones à problème? Les populations qui vivent la peur dans le ventre, seront-elles capables de sortir, aller voter le jour dit? Je pense qu'il y a un préalable. Il y a un préalable, c'est déjà d'aller battre campagne. Parce que quand on est à une élection, on va battre campagne, n'est-ce pas? Alors, on a le sud-ouest et le nord-ouest, où les convois des gouverneurs sont attaqués.
les convois des ministres sont attaqués. Et il y a quelques jours encore, on nous parlait d'un ministre où son hôtel a été attaqué. Il y a des enlèvements tous les jours. Donc il y a un préalable. Est-ce qu'on peut aller battre campagne? Moi, je me rappelle qu'un des candidats, à savoir Cabral Libi, n'est-ce pas, s'est retrouvé à Batibo et s'est retrouvé couché sous un lit pendant plus de 4 heures de temps et on l'a exfiltré. Donc, à partir de ce moment-là, si nous ne pouvons pas battre campagne dans le sud-ouest et le nord-ouest, d'ailleurs, le chef de gouvernement a dit qu'il va faire une campagne discrète. Bon, lui, il est déjà chef de gouvernement, mais il va faire une campagne discrète. Les autres candidats, comment ils vont faire? Et puis, les nouvelles qui nous parviennent de là, nous avons quand même des militants là-bas. N'est-ce pas? Nous comprenons que non seulement on ne pourra pas battre campagne là-bas, mais que le gouvernement insiste sur le fait que ces 2 régions vont voter. Ils vont donc voter par décret. Ils vont voter par décret. Je vous dis qu'ils vont voter par décret. Parce qu'il n'y aura pas de scrutateur, il n'y aura rien, il n'y aura que l'ECAM et le gouvernement. Donc, le nord-ouest et le sud-ouest voteront par décret. Vous comprenez? Non, ils voteront par décret parce que quand vous êtes absent, on vous dit les absents ont tort. Les absents ont tort, n'est-ce pas? Alors, comme personne n'ira battre campagne là-bas, comme personne n'aura de scrutateurs là-bas pour couvrir l'ensemble, et comme il n'y a même pas de votants là-bas, le vote sera un décret. Alors, M. Nanda, Henri... les résultats, je veux parler des résultats. D'accord. M. Nanda, quand on sait que ces 2 régions, notamment le nord-ouest et le sud-ouest, sont a priori des régions acquises à la cause du SDF, est-ce que quand vous regardez l'issue du scrutin, cela peut être pénalisable pour le SDF? Pourquoi? Je pense que pour l'instant, je ne crois pas que le Social Democratic Front ait la majorité, sinon ni l'entièreté de la représentation dans ces 2 régions-là. Ce qui veut dire que penser que le SDF, que ça bénéficie automatiquement au SDF, non, c'est pas vrai. Il y a encore, je pense qu'il y a encore une partie des députés et sénateurs qui appartiennent à la RDPC. Donc, lors des dernières élections sénatoriales, vous savez bien que la RDPC a gagné tous les résultats dans le sud-ouest. Donc, par conséquent, il faut comprendre les choses. Et je profite de ça pour faire quelques précisions. Le SDF n'a jamais dit et n'a jamais défendu l'idée d'une section du pays. Ça veut dire qu'en fait, débarrasser du pays d'une de ses parties. En revanche, le SDF a toujours dit faisons une politique qui nous rassemble davantage. C'est ça le problème. Et quand une politique qui nous rassemble davantage, c'est la responsabilité de celui qui dirige le pays. De dire que, écoutez, sur cet aspect-ci, je pense qu'il doit tenir compte de tel ou tel facteur parce que si je vais plutôt à gauche ou bien plutôt à droite, ou je vais tout droit devant moi, ça va créer des tensions qui peuvent aboutir à des situations déplorables. C'est ça la responsabilité. C'est pas simplement dire, oh, il y a la loi. Bien sûr qu'il y a la loi. Il y a la loi, mais sauf que tout le monde respecte la loi. Et en l'occurrence, les acteurs sécessionnistes sont sous le coup de la loi puisqu'ils sont en prison. Donc, personne n'a dit de ne pas respecter la loi. En revanche, ce qu'on a dit, c'est que même s'il faut aménager la loi pour que la République se porte mieux, eh bien, écoutez, il faudra aménager la loi. C'est ça qui est question. Faisons la politique dans cette affaire-là. Ne faisons pas autre chose que la politique. Luther Meka, quel est, d'après vous, quand on regarde le programme de société des différents candidats en course à la présidentielle, chaque candidat propose une sortie de crise. Quelle est, d'après vous, selon vous, la plus convaincante? Moi, je ne voudrais pas parler des autres partis. Moi, je voudrais pas... Pardon? Non. Moi, je dis que la période de campagne n'a pas encore commencé. Donc, nous, on respecte la loi. Si vous voulez parler du RDPC... Non, je vais vous dire que le RDPC respecte la loi. Et vous aurez un programme de campagne tonitruant. Parce que ce sera véritablement une machine. Ce que je veux dire... Ce que je peux dire... Vous allez laisser terminer, M. Nanda. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu des gens surfer en disant que s'il est élu, il va faire un voyage au nord-ouest, au sud-ouest, et que, n'est-ce pas, le problème anglophone sera prioritaire sur son échiquier gouvernemental. Le feu que vous avez allumé. Ce que je veux dire, ce que je peux dire de cela, c'est que c'est de la politique politicienne. C'est de la politique politicienne parce que lorsque eux-mêmes ils allument le feu pour faire chasser Paul Biya, ils reviennent pour trouver la solution.
Regardez bien l'analyse qui circule là. Le président Sambaka est en train de dire concrètement qu'il va boycotter les élections au nord-ouest, au sud-ouest. Il le déclare clairement et il dit que les résultats seront en décret. C'est une machination politique. Et c'est une machination politique que nous connaissons, c'est-à-dire que l'opposition est en alliance avec cette affaire. Pour un seul objectif, c'est politique pour chasser Paul Biya. Malheureusement, et je veux le dire, moi je peux le dire d'après les informations que j'ai, l'armée camerounaise ne voudrait pas réagir parce qu'il y aura disproportion de force. Il y aura disproportion de force. Vous savez très bien l'artillerie lourde que l'armée camerounaise a reçue de la Russie, de la Chine et des autres partenaires. Ils ont décidé de dialoguer avec les Camerounais parce que ce sont encore les Camerounais. Mais je pense, et on peut le solliciter, que le nord-ouest et le sud-ouest soient militarisés et que les élections se passent et les élections se passeront. Mais le chef d'État a décidé d'avoir une main douce, une main dans un gant de velours pour pouvoir dialoguer avec les Camerounais, pour que les Camerounais comprennent qu'ils doivent participer à cette élection. Badakani. Oui, d'abord, je voudrais rappeler à mon ami Ndiamé, je comprends sa position ambiguë. Je la comprends. Parce qu'on ne peut pas même quand demander au président d'être le garant de l'intégrité du territoire, et quand il est dans ses fonctions, ne le soutient pas. C'est quoi être garant de l'intégrité du territoire? C'est ce que le président est en train de faire. Il a fait contre Boko Haram, il est en train de le faire avec la Guinée en front d'une façon magistrale. D'une façon magistrale. Et la pédagogie présidentielle est en train de payer. Parce qu'aujourd'hui, au niveau international, les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, sur le plan international, qui commence à condamner les activités de ces gens. C'est de la pédagogie. La suite va s'en suivre. Il y aura la suite. Je n'ai pas de ce que l'UTBK a dit brillamment. On sait très bien que si c'est une affaire de force, ces voyous-là ne peuvent pas faire face à l'armée du Cameroun. C'est parce qu'on est dans de la pédagogie. Donc vous saluez l'intervention de l'UNICEF, la réaction je ne de salue l'UNICEF. pas. Ils attendaient quoi avant? C'est depuis qu'on parle. Et l'ONU. Depuis, on criait. Et quand l'armée faisait son travail, qu'est-ce qu'on entendait? Les fausses ONG, manipulées par ces gens-là, racontaient des histoires et accusaient l'armée du Cameroun. Aujourd'hui, le monde entier a compris ce qui se passe au Cameroun. C'est un grand pas. C'est dû à l'action pédagogique du chef de l'État. Je voudrais rappeler ici à M. Ndiamé. Quand votre candidat a appelé l'ONU à venir intervenir au Cameroun sur cette affaire, j'ai le document chez moi. Jamais ne l'a vu. Non, vous dites jamais, vous n'êtes pas encore MSC. Maintenant, vous l'êtes. Vous voulez dire non. J'ai le document chez moi. M. Kamto a demandé à l'ONU de venir intervenir sur cette affaire. On se demande ce qu'il fait à l'élection présidentielle. Il fait quoi là? Il ne connaît même pas la souveraineté de son pays. Il va diriger quoi? Il va diriger le Cameroun avec l'aide de l'ONU. Voilà un monsieur qui, à l'époque, il dit qu'il va diriger le Cameroun. Il a appelé l'ONU de venir intervenir dans une affaire où la loi du pays est violée. Des gens sont dans une dynamique de violation flagrante de la loi. Et des partis politiques qui vont nous gouverner appellent à un dialogue. Un dialogue au coup d'État. C'est-à-dire qu'on met entre parenthèses les institutions qui fonctionnent pour dialoguer avec qui? Non, on dialogue avec les qui? On dialogue avec les qui? Dites-moi, je vous pose la question. Qui est l'interlocuteur là-bas? Voilà. Donc, vous voyez, je termine. Oui. Vous allez voir une chose, c'est que ceux qui parlent de dialogue, observez leur jeu, M. Bouangomna. Observez-les. Quand on parle de crise, on dit que les ambassoniens sont devant. Mais quand on dit dialogue inclusif. Si c'était correct, il devait dire que dialoguer avec les ambassoniens. Pourquoi vous les partis, vous venez vous greffer dans ce dialogue? Ok. Parce que ce n'est pas vous qui prenez les armes. Sauf si vous avouez par là que vous êtes derrière avec eux. Et on comprend. Je termine avec, depuis 2012, mon cher Ndiamé, ce projet sécessionniste est entériné. Ils ont vendu les 2 régions à M. Zulfikar. Il est sur Internet, il le dit, il a les droits de secteur. Non, il y a les preuves. Des supputations. Ok. Je vais prêter attention pour la dire. Ok, monsieur Badakani. Je vais sortir la vidéo où vous disiez le contraire hier. 2012, ils ont vendu ces 2 régions à Kilimanjaro qui spéculent en bourse avec les droits dus à cela. Okay. Donc c'est pas une affaire qui est née parce qu'ils avaient déjà ce projet. Ok, d'accord, Badakani, on vous a compris. Vraiment, on va gérer minutieusement les 5 dernières minutes qui nous restent. D'abord, je commence par vous. Est-ce que la région, la situation dans le nord-ouest et au sud-ouest est une situation voulue? D'abord, je pense que de manière indirecte, M. Biya a laissé faire le chaos. Je comprends que M. Badakani soit dans sa... On n'a plus beaucoup de temps. Dans sa logique. Ça veut dire qu'il est très cohérent. Il a appelé au soutien de Paul Biya. Il ne peut pas venir ici un dimanche 9 septembre pour se contredire. Donc il est presque éthiquement tenu de soutenir le président de la République malgré le fait qu'on sache que M. Biya est l'auteur de cette absence de dialogue. Il a ouvert le feu, il a mis le feu, et maintenant le président Kamto veut l'éteindre. Je mets au défi quiconque
sur ce plateau peut me dire que le président Kamto est contre le dialogue. Il a toujours prôné le dialogue dans le Nord-Ouest. Il a dit que sa première sortie, et d'ailleurs je remercie M. le Téméquet de l'avoir rappelé, son premier voyage sera dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, pour essuyer ses larmes, cette guerre stupide qui est le fait d'un homme logé à Etoudi. Monsieur Biya, j'ai envie de lui dire, Etoudi n'est pas une maison de retraite. Il faut qu'il le sache. Aujourd'hui, il est question d'aller vers les populations de nos frères anglophones pour dire, nous vous écoutons. On a envie d'essuyer vos larmes ensemble et de bâtir un nouveau Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Kamto n'a jamais appelé une intervention onusienne au Cameroun. Jamais. Par contre, parlons des vidéos. On a des vidéos de M. Monakani sur l'ordre Biya. On peut les ressortir. Mais je n'en suis pas là. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, c'est une question importante. Une question importante. Parce que je ne vois aucun candidat parler de la question anglophone dans ses programmes. Monsieur Kamto n'a eu de cesse de dire que cette question est essentielle. Parce que les deux régions, bien sûr, quand on convoque le corps électoral, terminé, par là. De l'élection présidentielle, c'est le territoire national. Donc, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est le scrutateur. Et je soutiens ce que dit M. Sambaka. Parce qu'en vérité, si maintenant on nous bourre les urnes, si les partis de l'opposition, un peu fingants, s'allient au pouvoir pour se partager les urnes, mais que ferions-nous? Ok, merci. Vous connaissez? Alors, comment on sort de cette situation, M. Mandabou? Vous prenez la parole la dernière. Il y a un problème grave qui se passe. C'est que beaucoup de partis qui ne sont pas à jour sur leur programme débitent de n'importe quoi sans savoir qu'en fait les Camerounais lisent les programmes des gens. Ok? Vous ne pouvez pas venir dire sur ce plateau qu'en fait il y a une seule personne qui a dit votez-moi d'abord et puis j'y vais aller. Le propose quoi? Attends, je vais pas. Il y en a qui disent élisez-moi d'abord et puis je vais dans le Nord-Ouest. Il y en a qui disent moi je ne dirais même pas du tout. Les choses continuent comme ça. Ok, nous sommes en train de dire qu'il y a deux choses aussi à dire. Moi, je suis pour le dialogue, mais je vais organiser une conférence nationale de vérité, réparation, réconciliation qui va traiter de la crise anglophone et du contentieux historique. Il faut qu'on soit clair, parce que l'autre pays est un pays fracturé. Il y a trop de fractures. La fracture n'est de l'indépendance. La fracture n'est des langues qu'on utilise. La fracture n'est des religions. Il faut qu'on discute de nos fractures pour essayer de voir comment on harmonise cela, parce qu'on ne peut pas progresser si les failles continuent de s'élargir. C'est ça le problème. Donc, dire qu'il n'y a pas de... J'invite les autres partis qui n'ont pas d'accord du programme à le faire. On a un programme. Écrivez votre programme, distribuez le Camerounais, ils vont lire, ils vont réfléchir sur la question. Et maintenant, je dis merci à M. Banakani parce que vous avez mérité vos salaires pour aujourd'hui, quand même, il faut le dire. Ok, d'accord. Alors, Sambaka, que propose l'UDC pour le plan de sortie des crises? Oui, moi je dois dire que M. Meka est très vicieux. Il adore me prêter ce que je n'ai pas dit, mais ce n'est pas grave. Maintenant qu'on est en train de parler des candidats, j'aimerais parler du docteur Adamou Ndamdjoya. Nous sommes dans les années 1988, quand Nelson Mandela doit sortir de prison. Les Noirs ne s'entendent pas entre eux, les Zoulous et les autres tribus. Le médiateur de cette affaire s'appelle Adamou Ndamdjoya. Il reçoit, n'est-ce pas, ces divers leaders noirs qui ne s'entendaient pas entre eux en Allemagne. C'est là-bas que la médiation, la réconciliation s'est faite et puis les politiques ont pris. Nous allons du côté des Balkans. Nous allons du côté des Balkans. Nous allons à Sarajevo. Il y a la signature d'Adamou Ndamdjoya. Nous revenons en Afrique ici. RCA allait demander à la présidente de transition le travail qui a été fait. Nous parlons maintenant de Boko Haram. Ndamdjoya a installé à Maroua. Vous pouvez vérifier. C'est derrière la maison du ministre Daïrou. N'est-ce pas? Il a un siège où les différentes confessions se retrouvent, n'est-ce pas, pour parler du dialogue. Ce qui est différent de l'écuménisme. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais je ne sais pas si on doit en faire de la publicité tous les jours. C'est pour dire que la crise anglophone que nous vivons aujourd'hui est née d'un problème d'autonomisme qui a été réglé en 1991 à la réunion tripartite qui avait comme représentant de l'opposition face au gouvernement
Adamou Ndamjoya. On a obtenu ces victoires. Nous ne l'avons pas accepté parce que nous n'avons pas mis de solidarité dans cela. Le gouvernement n'a pas respecté les clauses de la tripartite. Nous parlons de quelque chose. Est-ce que nous savons d'où ça vient? Les origines de tout cela. Monsieur Bouba Ngomna, il y a des solutions dans ce pays. Il faut que les Camerounais ouvrent les yeux parce que, ma foi, ce n'est pas parce qu'on noircit les gens qu'ils ne sont pas efficaces. On ne peut pas cacher le soleil. Merci, cher monsieur. On n'a plus, malheureusement, beaucoup de temps. C'est terminé. Vraiment, 30 secondes. 30 secondes, vraiment pas plus. 30 secondes, pas monsieur. Vraiment 30 secondes. S'il vous plaît. Merci de me rappeler mon salaire, monsieur Nanda. Je voudrais vous rappeler que votre parti a eu pour invité spécial à son congrès le RDPC pendant des années. Aujourd'hui, c'est le diable. Je voudrais vous rappeler que votre parti a fait une alliance de fait avec le RDPC au sénatorial, le dernier sénatorial, vous le savez. Aujourd'hui, c'est le diable. Votre cohérence est devant les Camerounais. Monsieur Ndjamen, c'est parce que vous arrivez à Rome aujourd'hui, vous avez fait comme un Romain. Vous me reprochez, moi, de soutenir un candidat dont votre président a été ministre pendant 7 ans. Quand on était ministre, il y a été le bon Dieu. Merci, cher monsieur. Je voulais pas s'en sortir. Je voulais Merci, cher monsieur. La rediffusion de ce programme, ce sera donc lundi quand il sera vers Voilà, monsieur, merci d'avoir suivi. On va poursuivre les débats dans les chaumières. La suite, c'est avec, bien sûr, la République diambolaise, juste derrière. Madame, merci d'avoir suivi. À dimanche prochain. On veut le voir.